Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cela fait presque 50 ans que les sneakers existent et mine de rien, la culture, elle en a fait du chemin. Autrefois liée seulement à la chaussure de sport, la basket comme diraient les boomers, est devenue la chaussure la plus populaire et je pense qu'aujourd'hui, plus personne aurait l'idée de faire du basket avec de la Jordan 4. En tout cas, je l'espère. Mais aujourd'hui, on ne va pas seulement parler des sneakers. Tu l'as sûrement vu au titre de la vidéo, mais si la sneakers est portée très quotidiennement par monsieur et madame tout le monde, son succès derrière le grand écran doit être similaire. Et effectivement, les petites anecdotes entre les sneakers et le cinéma, il y en a quelques-unes, et c'est ce que j'ai envie de présenter aujourd'hui. Entre des paires créées spécialement pour des films, des réalisateurs voulant mettre en avant cette culture, ou tout simplement des collaborations entre des marques et des studios, sneakers et films sont très liés et regorgent de plein de storytime. Alors installez-vous confortablement dans votre canapé, prenez-vous un petit chocolat chaud et allons voir quelle paire a eu la chance d'être mise en avant dans le 7e art. Nous sommes dans un monde où le marketing est devenu monnaie courante, quasiment une nécessité pour exister. Sauf que parfois, la meilleure vitrine peut arriver grâce à un coup de chance. Si plus tard dans la vidéo, on verra qu'il y a eu des collaborations entre des films et même des studios avec des marques, cela n'a pas été forcément toujours le cas. Certaines marques ont effectivement connu un gain de popularité soudain grâce au choix d'un réalisateur ayant un attrait pour la culture sneakers, ou tout simplement parce qu'il ne savait pas forcément quoi mettre à la place. Et c'est notamment le cas pour Nike dans Terminator en 1984. Quand Kyle Reese est arrivé dans le passé pour protéger Sarah Connor de Terminator, il est nu. Il va dans un magasin de vêtements et choisit comme paire une Nike Van Damme 3 noire avec le swoosh argenté. Une chaussure qui respire parfaitement les années 80. Et à partir de cette scène, tu vois Nike jusqu'à la fin du film. Et c'est la marque qui a dû être satisfaite de ce choix, car soit en 1984, Nike est bien installé, mais n'est pas non plus le mastodonte absolu du marché. D'ailleurs, ce n'est même pas le leader de ce marché. À titre juste de comparaison, c'est comme si aujourd'hui, Salomon, c'est la paire principale que tu vois dans tout le film du prochain Marvel. Et puis aussi, à ce moment-là, les moyens de se faire connaître ne sont pas aussi nombreux qu'aujourd'hui, avec la télé qui est de plus en plus implantée dans les foyers, les panneaux publicitaires, ou encore le grand écran. Le gain de popularité sera soudain, et quelques semaines plus tard, et bien ici Jordan. Fin de frappe, petit piqué pour conclure, on a clairement vu Pierre comme enchaînement. Nike reviendra d'ailleurs dans Terminator pour celui de 2015 en créant une paire unique pour une des scènes du film. La marque a eu de nouveau cette chance, 10 ans après Terminator, d'être mise en avant dans un film mondialement connu, peut-être le préféré de pas mal de personnes, Forrest Gump. Bon, je suis certain que je n'ai pas besoin de raconter son histoire, film incontournable, multiplement oscarisé et indéniablement lié à la Nike Cortez. Alors, pour ceux qui, comme moi, ont vécu pendant des années dans le déni, non, la paire n'a pas été créée spécialement pour le film. La Cortez date des années 60, est à la base un modèle d'Onitsuka Tiger, s'appelle la Cortez pour provoquer Adidas, et est le premier modèle commercialisé par Nike qui s'appelait autrefois Blue Ribbon Sport. Depuis, la paire avait été rattachée à la course à pied, puis est devenue un symbole des membres de gang avant de petit à petit tomber dans l'oubli. Le film, lui, est sorti en 1994, soit près de 25 ans après la création du modèle. Mais par contre, je pense que les gens qui ne connaissent pas forcément le nom et l'histoire de la paire l'appellent la paire de Forrest Gump. Et ça, je peux comprendre. Le film a tellement été populaire qu'il a permis un second acheteur de la chaussure qui perdure encore un peu aujourd'hui, dans une ère écrasée par les modèles de basketball, bien fat, modèle high, porté par des jeans larges. Merci Tom Hanks. Mais bon, je vous rassure, Adidas a également eu cette chance-là, et ce, même pas pour un film, mais bien pour une saga. Si je vous montre ça, Le flic de Beverly Hills, série de films entre 1984 et 1994, incontournable dans la pop culture, eh bien, il lui fallait des paires confortables à Eddie Murphy pour mener ses enquêtes parfaitement. Eh bien, c'est la Adidas Quantic qui était choisie et qui suivra l'acteur qui ne pourra pas se passer de cette paire, ainsi que de son jean bleu brut. Bon,
Faut que je l'avoue, j'ai connu cette paire en faisant toutes mes recherches. Créée en 1970 en s'inspirant du cross country, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, mais elle a un peu une vibe de samba quand même. Bon, en tout cas, si vous avez flashé sur cette paire, il y en a encore en vente sur le site Adidas. ASICS a également connu son heure de gloire au Grand Rex, et ce, grâce à Bruce Lee. Oh là 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 là, j'allais faire une erreur. C'est pas ASICS, mais bien Onitsuka Tiger. Le célèbre acteur, par le biais du film Game of Death, a permis de populariser non seulement le modèle Taichi, mais plus généralement la marque en tant que telle. On peut le voir notamment porter ce modèle lors d'un combat contre Kareem Abdul-Jabbar, légende NBA, top des all-time, etc., etc., etc. Et pour la petite anecdote, les fans de Bruce Lee pourront me rectifier s'il le faut, mais il existe plusieurs versions de films où on peut voir Bruce Lee porter différentes versions de la Taichi. L'histoire ne s'arrêtera pas là, car Quentin Tarantino rendra hommage à cette scène en faisant exactement la même tenue à Anna Thurman dans la saga Bill Kill. Et ça, c'est un joli clin d'œil. Onitsuka Tiger, une marque qui est très peu connue en France, mais beaucoup plus en Corée du Sud au Japon, est en fin de compte l'ancêtre d'ASICS, même si elle existe toujours. D'où la ressemblance significative dans le logo et de mon erreur il y a quelques minutes. Toutes ces mises en avant sont produites dans les années 70-90. Mais de nos jours, il en existe toujours, même si on peut le dire, elles sont quand même bien plus calculées. C'est le cas dans la série Lupin, où au cours des 3 saisons, Omar Sy s'amuse à porter une panoplie de Jordan 1, Fearless, Mid ou encore Yellow. Et cela permettra entre autres selon certains analystes du retour à la mode de la Jordan 1 à ce moment-là. Honnêtement, vu les plans bien zoomés sur la paire, je serais même pas étonné que Nike ait eu son petit contrat. Mais bon, comme je n'ai rien trouvé là-dessus, dans le doute, je préfère la mettre dans la catégorie choix du réalisateur, coup de projecteur imprévu. Bon allez, on arrête les coups de story, une paire choisie au hasard comme ça, et puis au final, grâce à ça, la marque qui engrange un succès populaire. Non, maintenant on va parler des paires ou même des marques qui ont été destinées pour un film. La première, qui est sûrement une des plus évidentes, la Jordan 11 Space Jam, on ne va pas vraiment plus l'évoquer. Les habitués de ma chaîne savent pourquoi, j'en ai parlé longuement dans une autre vidéo, je vous mets le lien juste ici. Bon, par contre, ne croyez pas que Nike a juste créé une paire dans un dessin animé où son icône absolue en était l'acteur principal. En 1989 va sortir le premier film sur le super-héros Batman qui est déjà un des plus populaires à cette époque-là. Et effectivement, les talents de Tinker Hatfield vont être mis à contribution pour créer un coloris inédit de la Nike Trainer 3 pour Batman qui à cette époque-là est incarné par Michael Keaton. Sauf qu'en fait, Nike, ils étaient pas forcément destinés au départ à créer ces chaussures. Le costumier Bob Ringwood n'était pas forcément favorable à la demande de Warner Bros, qui était en collaboration avec Nike à ce moment-là, que la marque créait l'ensemble des outfits du film. En fait, pour lui, le style streetwear des années 80, ça n'allait pas forcément coller avec le style des années 40. Mais en fin de compte, la paire de traîneurs, elle sera validée, étant donné le très peu de ressemblance entre les paires habituellement créées par Nike et celles qui sont apportées par Michael Keaton dans le film. L'expérience par la suite sera un succès, Nike continuera son ascension fulgurante, tandis que Tinker Hatfield s'inspira de sa propre création pour concevoir la Jordan 4. Jacques-Yves Cousteau, un océanographe français, a eu droit à sa petite paire de Adidas. Oui, mais c'est Jacques-Yves Cousteau, interprété par Bill Murray, sous le nom de Steve Zissou, dans le film A Life Aquatic, une interprétation libre de la vie de Monsieur Cousteau, sorti en 2005. Et donc oui, pour le film, Bill Murray portait une édition unique d'Adidas, la Adidas Rome Zissou. Alors, si tu connais pas forcément la paire, c'est tout à fait normal. C'est une paire exclusive pour un film, jamais sortie pour le grand public et portée dans un long métrage qui a accumulé seulement 250 000 entrées en 2004. Néanmoins, on peut affirmer que Adidas a créé une paire spécialement pour un film. Et pour la petite anecdote, la paire est ressortie très discrètement, en seulement 100 exemplaires, pour l'édition 2017 de Wheel of Green. Alors oui, je sais, c'est très précis, mais vous allez comprendre pourquoi. Cette édition avait été choisie car un artiste brésilien du nom de Seu Jorge s'y produisait. Et ce fameux Seu Jorge a joué dans le film, mais depuis, il réinterprète les sons de David Bowie en portugais. Je trouvais l'anecdote vraiment cool, et donc vous vous doutez bien, j'ai fait un petit peu mes recherches, je suis allé écouter Seu Jorge, et donc Seu Jorge dans la musique, eh bien c'est ça. Vem cá, me dá sua língua, então vem que eu quero abraçar você. Esse é o grande controle da Major Town, e disso eu pensei. Pra quebrar o gelo, quero acordar do sonho agora mesmo. Quero uma chance de tentar viver sem dor.
vrai, si on enlève juste l'anecdote, je trouve ça juste dingue. Le mec, il veut juste profiter de la vie. Ils ont une idée, ils s'en foutent des avis, ils vont au bout de celle-ci. Donc voilà, c'est Seo George, maintenant, vous connaissez. Je pense que tout le monde connaît Alien, celui de 1979. Le premier d'une saga, classique absolu de la science-fiction horrifique. Mais saviez-vous par contre que Reebok a collaboré avec la licence pour confectionner plusieurs paires, dont la Reebok Alien Stomper portée par Sigourney Varney il y a près de 45 ans. C'est la première marque de streetwear qui aura ce privilège. Et honnêtement, c'était visionnaire pour l'époque. Non pas que les marques collaborent avec des studios, ça c'est un classique, mais plutôt que le streetwear s'associe à un studio célèbre pour l'époque, alors que la culture n'avait même pas une décennie. Et apparemment, les deux parties se sont extrêmement bien entendues, car pour les 30 ans de la saga, la marque américaine va concevoir une collection spécialement sur le thème d'Alien. Alors, si je dois donner mon propre avis, après vous en faites ce que vous voulez. C'est un joli clin d'œil, et ça fait plaisir pour les fans de la saga. Par contre, pour les porter dans la vraie vie, là c'est différent. Attention, je ne dis pas qu'elles sont pas portables. Mais tout de même, il faut avoir cette petite confiance en soi pour les porter et supporter surtout toutes les remarques comme quoi tu portes de la merde. Parce que ça peut arriver. On a déjà parlé de beaucoup de marques. Nike, Adidas, Asics, Reebok, Onitsuka Tiger, mais toutes n'ont pas été évoquées. Donc Puma. Déjà, avant toute chose, je veux que l'on mette du respect sur cette marque. Ok, maintenant, ils ne font pas forcément que des bonnes choses. Et déjà, ça dépend des sujets. Mais alors, dans les années 70, il y avait Adidas qui écrasait tout, et derrière, il y avait Puma, qui est la première marque qui a fait une signature shoes spécialement pour un athlète. Puma, avec la Puma Clyde, pour Wade Frazier, une des stars de l'époque. Qui est une des premières marques à avoir collaboré avec un studio avant Nike, avant Adidas, et bien c'est encore Puma. C'est pour le film Beat Street, qui raconte l'histoire de 3 mecs provenant du Bronx, Kenny, un DJ, Lee, le petit frère de Kenny, qui est breakdancer, et Ramon, un graffeur qui veulent tous les 3 percer dans le hip-hop. Oui, en 1984, si tu faisais du rap, ou en tout cas que tu étais affilié à la culture rap, la paire à porter, c'était la Puma Suede. Non, la Puma Suede n'a pas toujours été la paire la mieux référencée sur Zalando. Et pour toutes les mamans qui regardent par hasard ma vidéo, quand vous achetez une paire de Puma Suede, vous achetez au départ une paire qui est affiliée au hip-hop des années 80, délits minéraux majeurs, trafic de drogue, gang, crime organisé, etc., etc., etc. Et attention à la couleur que vous prenez entre le bleu et le rouge. Et bon, ça, c'est une autre histoire. Certaines fois, c'était un coup de chance. D'autres fois, c'était un coup marketing. Mais il y a un petit mec, un réalisateur, qui va utiliser les sneakers comme élément principal de ses films. Un passionné absolu de la pop culture, devenu le fan le plus iconique de l'équipe représentant la Big Apple, je vous laisse deviner qui c'est. Spike Lee, de son vrai nom Shelton Jackson Lee, est un personnage incontournable de la culture US. Et avant de devenir un des fans les plus incontournables des Knicks, des Rangers, l'équipe de hockey, pas les Glasgow Rangers ou encore d'Arsenal, il a eu une très bonne carrière en tant que scénariste, producteur, réalisateur, acteur. Le mec faisait tout. On n'est pas là pour faire toute sa biographie, qui mériterait d'ailleurs une vidéo entière, mais Spike Lee a énormément apporté à la culture streetwear dans les années 80-90. Il va d'ailleurs l'inclure dès son premier film, Nola Darling n'en fait qu'à sa tête. Mars Blackmon, le personnage principal du film joué par Spike Lee, portera tout le long du long métrage des Jordan 1 Brand. Nola Darling n'en fait qu'à sa tête va recevoir bon nombre de récompenses, dont celui du prix de la jeunesse au Festival de Cannes de 1986, à tel point que Mars Blackmon ne va pas faire une pub, 2 pubs, 3 pubs, mais bien 6 publicités avec Michael Jordan. Si cela se trouve, les personnes qui ne savent pas que ce personnage de Mars Blackmon vient du film Nola Darling n'en fait qu'à sa tête, associent autant Spike Lee aux publicités de Jordan que nous, on associe ce mec aux publicités de Lidl. Non mais je sais, on est mal, hein. Et Spike Lee ne va pas s'arrêter là, puisqu'étant un très grand fan de basket et de Jordan, il va les introduire volontairement dans ses films, à tel point que celles-ci ont leurs propres petites anecdotes. La Jordan 13 White Red est apparue dans le film A God Game en 1998. Dans ce film, on peut notamment retrouver comme acteur Denzel Washington ou encore Ray Allen, Hall of Famer, double champion NBA, un des meilleurs shooters de l'histoire, d'ailleurs auteur de ce fameux tir. Voilà, je vous l'ai remis pour vous mes petits fans NBA. Pour la petite info, moi je suis fan des Spurs.
Petite histoire classique, le père sort de prison, le fils n'est pas forcément pour car c'est le meurtrier de sa mère, et donc le père il demande à son fils d'aller à l'université avant d'aller en NBA, car vous me comprenez, il a un accord avec le juge, bref, blablabla, blablabla, blablabla. Et donc, qui dit film de basket, dit 1v1, gros plan sur les acteurs, plongée, contre-plongée, angle mort, je commence à dire n'importe quoi, mais surtout, cette scène occulte. These are the new Jordans. That's it, huh? Yeah, how much these cost, man? $139, $150 with tax. 150? Yeah. Where the holes at? They're on the inside, though. You gotta lace them up that way. Yeah, do that for me, man, huh? Yeah, no problem, man. All right, you got it, man. Let's get rid of this person. 139. Personnellement, je ne sais pas comment j'aurais réagi également. Après, avoir un bracelet électronique, cela ne veut pas forcément dire que vous êtes menaçant pour la société. Si ça se trouve, c'est même un élément de mode, comme pourrait l'évoquer Vogue. La seconde paire est la scène que l'on pense tous à chaque fois que l'on associe sneakers et film, Do the Right Thing de 1989. Un film très important pour notre culture. Au-delà d'être un film avec un engagement important de la part de Spike Lee, il y a cette scène. On a tous été une fois dans notre vie dans la situation de Bugging Out, dégoûté d'un geste de la part d'une personne extérieure qui salit notre paire toute neuve. Cette scène a un impact non seulement par le jeu de Giancarlo Esposito, mais également car c'est la première fois que la culture sneakers, autrefois vue comme une culture de niche, est montrée à ce point au grand écran. Au final, maintenant, les deux paires portent le nom du film à tel point qu'elles sont liées à lui. Mais par contre, est-ce que vous vous rappelez de la Jordan Spike? Non, vous ne rêvez pas. Spike Lee, le réalisateur qui a introduit des Jordan dans ses films seulement pour passion par la paire, a eu sa propre paire designée en 2006. En vrai, je trouve ça dingue. Ça fait vraiment très feel good story américaine, mais quand même, le parcours est inspirant. Personnellement, je l'ai également appris dans mes recherches et j'étais un peu choqué sur le coup. Moi qui ai pensé pendant des années que la SpiceX était une collection plus mainstream de Jordan avec un nom bizarre et moins bien travaillé, ça fait mal. Bon, c'est toujours vrai, mon avis n'a pas vraiment changé là-dessus, mais je savais pas qu'il y avait une telle histoire derrière cette paire. Jusque-là, j'ai toujours évoqué le même mécanisme. Ce sont les sneakers qui ont reçu une publicité en étant montrés plus ou moins agressivement dans les longs métrages, dû à une collaboration ou tout simplement par le choix du réalisateur. Eh bien, les sneakers, ils ont fait tout simplement la même. Les sneakers qui ont fait une référence à la culture cinématographique, il y en a pas mal. Reebok avec la haine qui a créé une collaboration extrêmement complète en 2020 pour les 25 ans du film. Nos pères et nos grands frères ont sûrement été plus extasiés que nous, mais bon, une marque de la rue qui s'associe à un film qui parle de la rue, dont les acteurs principaux ont porté majoritairement la marque, c'est un beau clin d'œil et merci à Mathieu Kassovitz et Reebok. ASICS et Sébastien Abdelhamid et la collection, que dis-je, les collections sur Naruto. Évidemment, on retrouve Nike avec la Air Max 1 Suzanne, une de mes paires préférées, mais bon vas-y le prix, flemme un peu. Suzanne, c'est un film d'animation du studio Laika où l'on peut retrouver Mr. Link et Sir Lionel First parcourant le monde à la recherche d'un vestige primitif. J'ai pas plus de choses à rajouter sur l'histoire de film. Évidemment, je ne l'ai pas vu, mais bon, la paire reste magnifique. Adidas et la collection Dragon Ball Z, où vous pouvez faire toute une image entière en achetant toutes les paires de la collection. C'est beau et super pour les fans de l'anime qui sont de véritables collectionneurs. Comme quoi, on peut faire de très belles collaborations tout en faisant pas forcément que des paires réussies, des fois c'est bien plus profond que ça. Toujours pareil, quand je dis que c'est pas forcément réussi, c'est que pour moi, une paire réussie, c'est une paire qui peut se porter dans la vraie vie. Et je ne pense pas que ce soit le cas pour forcément toutes les paires de la collection Adidas et Dragon Ball Z. Toutes les collaborations que je viens d'évoquer sont très importantes pour la culture. Mais il y en a une qui a un côté un peu plus mystique. Son histoire, ses interrogations autour de celle-ci font que son aura est plus grande. Je parle de la Nike Dunk SB Freddy Krueger. On va essayer d'être le plus concis possible. Freddy Krueger est un personnage fictif qui tue des gens
genre à peu près tout le monde qui est sur son passage. Il n'y a pas moins de 8 ou 9 films sur lui, donc voilà, c'est un personnage hyper important du monde de l'horreur du cinéma. Et en 2007, Nike décide de dédier une paire à lui au sein d'un pack avec 2 paires en plus. Sauf que j'ai oublié de préciser, mais à cette époque-là, Nike, ils font des hommages aux symboles de la pop culture sans pour autant acheter les droits de la licence. Juste, ils font des coloris similaires au monde du symbole. C'est pour cela, entre autres, que la Nike Dunk & Ken s'appelle pas la Nike Dunk & Ken. Sauf que l'on est en 2007, vous vous doutez bien, l'information ne passe pas aussi vite que maintenant. Sauf que les studios qui possèdent les droits du film, ils vont se rendre compte de la supercherie à seulement quelques jours de la sortie de la paire et décident de mettre un énorme coup de pression à Nike, qui décide tout simplement d'appeler les shops, de demander de rapatrier les paires, de faire un tas, de mettre de l'huile et de tout brûler. On se doute bien que l'écologie n'a pas dû être un sujet lors de la réunion de crise. Et donc, logiquement, vous devez me dire, bon bah, Jean, voilà, les paires sont plus là, on n'a plus besoin d'en parler, c'est juste un coup foiré de la marque, et puis c'est bon. Vous vous doutez bien, c'est pas forcément ce qui s'est passé. Car effectivement, sur le marché noir, il existe plusieurs paires de Nike SB Freddy Krueger. Attention, je dis pas que si vous tapez le nom de la paire sur Google, c'est la première page où vous allez trouver la paire. Mais factuellement, il en existe encore. C'est aujourd'hui une des paires les plus chères sur le marché étant donné sa rareté. Et donc voilà, c'est pas étonnant de trouver des SB Freddy Krueger entre 15 et 20 000 euros. En vrai, on pourrait en rester là, l'histoire est finie. Sauf que Nike, ils ont retenté le coup, cette fois-ci en sortant la Air Max 95. Et vous vous doutez bien, ils n'ont toujours pas acheté les droits de la licence, ils n'ont pas envie, c'est pas leur truc. Le studio, lui, je crois qu'il en a eu marre, il a décidé de pas mettre un coup de pression, et au final c'est passé. Mais en fin de compte, on peut se le dire, il y en a certains qui sont plus têtus que les autres. Maintenant qu'on a évoqué ça, je pense qu'on peut passer à la conclusion. Et puis, il y a la Air Mag. Bien sûr que j'allais parler de la Air Mag. Je suis en train de faire une vidéo entre les sneakers et les films. S'il y a bien une paire à évoquer, c'est bien celle-ci. Nous sommes en 1989. Un nouveau film de science-fiction va sortir. C'est le second d'une saga, Retour vers le futur 2. Et au final, une partie du film, il se passe en 2015. Donc, voyons ensemble ce qui s'est passé en 2015. Philippe Martinez prend la tête de la CGT. Très important à savoir. La loi Macron est passée grâce au 49.3. Déjà. Les 2000 passaient leur brevet et les 97 leur bac. Paul-Georges Entep jouait en équipe de France de foot. L'Apple Watch allait souffler sa première bougie. Le premier hoverboard est commercialisé. Alors oui, ça quand même, ça date un petit peu. D'ailleurs, qui en a un et qui l'a toujours? Et donc lui, le film prévoit que l'on ait des chaussures autolassantes. Alors déjà, on ne va pas juger. Juste, faisons un exercice. Essayons de prévoir ce qui va se passer en 2054. Là déjà, c'est un peu plus compliqué. Et puis, j'essaye d'imaginer ce qu'ont dû penser les enfants quand ils ont vu le film. Internet, c'est encore dans l'imaginaire en 1989 pour la plupart des gens dans la société. Et donc là, on te dit que dans 30 ans, tes chaussures, elles s'autolasseront. Déjà, c'est pas bête. C'est pratique et on gagne un temps monstre. Combien d'enfants ont été traumatisés parce qu'ils savaient pas faire leur lacets à 8-10 ans? Je pense plus qu'on le pense. Non mais en vrai, je suis un enfant en 1989, je regarde le film, je suis hypé comme pas possible. Le code de communication Nike a été magnifique, le mythe de cette paire est resté intact, tous les darons de la sneakers te diront qu'ils ont été émerveillés de voir Marty McFly porter cette chaussure. Et donc en 2016, Nike, ils vont au bout du projet. Ils sortent des paires autolassantes, et la Air Mag. La Nike Hyper Adapt 1.0 et la Adapt BB sont nées et promettaient d'être le futur de la sneakers. Je ne sais pas si des gens ont eu réellement la paire en vrai, pas mal puisque ça s'est quand même vendu, mais j'ai l'impression que le programme n'a pas ultra bien marché non plus. L'évolution technologique, elle est cool, mais en vrai, l'utilité que cela a pour un humain, c'est quand même tout à fait limité. En revanche, la Air Mag, elle aussi, elle a été limitée et s'est arrachée à des milliers de dollars car en fait elles ont été mises en vente pour une vente aux enchères. Aujourd'hui, tu veux une Air Mag, c'est 45 000 à 50 000 euros, pas moins. On pourrait légitimement se demander pourquoi la Air Mag marche et pas forcément les autres. Et je pense que la réponse ne se trouve pas dans le design de la paire, mais plus dans l'aura qu'ont les modèles. La Air Mag, c'est la paire d'un film qui a eu un impact mondial et qui a été le symbole du futur pendant de nombreuses années, tandis que la Hyper Adapt a été une paire conçue pour montrer que maintenant le futur était possible, alors qu'en fait tout le monde s'en doutait. Et en fin de compte, ce truc d'aura du modèle,
C'est un peu tout le sujet de la vidéo. Chaque paire choisie a une histoire, quelque chose à raconter, et chacun d'entre nous peut se rallier à elle, à un souvenir qui lui revient. Et c'est pour cela qu'elles sont si importantes. Spike Lee n'aurait pas eu sa paire designée sans ces scènes cultes de ses films. Reebok n'aurait pas pu créer une collection pour les 40 ans d'Alien si le film n'avait pas fait autant parler de lui en 1979. Ou encore, les Jordan 1 ne seraient peut-être pas revenus à la mode en 2020 sans le succès fulgurant de la série Lupin. Il y a quelques années, Netflix nous sortait une série Sneakers Addict censée représenter notre culture. Il faudra faire le concours de celui qui a réussi à finir la série car c'était d'un ennui pas possible. Et ces gars, le journaliste JQ l'explique parfaitement dans la vidéo Elle est bonne sa paire du Media Move. J'ai envie de dire que une série qui influence entre guillemets la basket ou inversement, c'est pas forcément une série qui parle de basket, en vrai dans l'absolu. C'est une série qui marque une génération. Voilà, c'était ma vidéo sur les sneakers et les films. Je sais que je n'ai pas pu tout introduire dans mes vidéos, donc voilà, s'il y a une paire que je n'ai pas évoquée et que vous voulez citer, il y a toujours dans la barre de commentaires pour s'exprimer. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, c'est pas grave, vous faites ce que vous voulez, je ne vous en voudrais pas. Sur ce, on se quitte là-dessus, je vous laisse à vos autres préoccupations, et puis qui sait, il y aura peut-être une autre vidéo.